Bonjour à tous, je suis Julia Grimaud, donc d'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette table ronde consacrée à la lutte contre la déforestation importée. Donc, comme vous le savez, la déforestation est un enjeu majeur aujourd'hui à différents égards. Donc, les forêts, et donc notamment les forêts tropicales, sont des réservoirs immenses de biodiversité. Elles abritent près des 3/4 de la biodiversité terrestre. Et ce sont aussi des puits de carbone considérables qui sont indispensables aujourd'hui à l'atteinte de nos objectifs climatiques et donc plus spécifiquement à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Sauf que malheureusement, on voit aujourd'hui que la déforestation, donc que la perte de surface forestière, représente en fait une source d'émissions. Ça représente près de 11% de nos émissions à l'échelle mondiale. Et donc, c'est presque autant que l'agriculture. Donc, on voit que la déforestation est vraiment un enjeu clé. Et c'est d'autant plus, cette table ronde et donc ce sujet est d'autant plus d'actualité qu'on est tous témoins depuis un an des incendies massifs un peu partout dans le monde et donc notamment en Amazonie, où les feux ont repris de plus belle cet été et où la déforestation au Brésil notamment s'accélère. Et vous avez sûrement vu aussi peut-être dans la presse il y a quelques jours que certains climatologues commencent à parler d'un point de non-retour pour les forêts amazoniennes, c'est-à-dire d'un taux de déforestation à partir duquel les forêts ne seraient plus en capacité de se régénérer, ou en tout cas ne seraient plus en capacité de conserver leurs caractéristiques forestières. Et donc on voit que ce taux, a priori, serait autour de 20-25% de déforestation donc sur la surface amazonienne, et qu'aujourd'hui on est déjà à 16-17%. Donc ça nous donne un peu une idée de l'enjeu et de l'urgence à agir. Donc aujourd'hui, cette déforestation donc dans les forêts tropicales, elle est un petit peu loin de chez nous, on va dire, de nos forêts métropolitaines. Mais en fait, on est particulièrement concernés dans la mesure où finalement l'Europe et la France donc, sont responsables d'une partie de cette déforestation via les produits qu'on importe, qu'on consomme. Et donc, c'est finalement nos modes de consommation qui sont aussi en partie la cause de cette déforestation. Et donc, c'est dans ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui, de la déforestation que l'on importe via les produits que l'on consomme. Avant de vous présenter le panel donc, qui est avec nous aujourd'hui, on va laisser la place à une vidéo de Terre Liban, qui est une association environnementale libanaise qui promeut donc, le développement durable et la préservation des ressources et qui nous a préparé une petite vidéo introductive. Je m'adresse à vous en qualité de fondateur de l'association Terre Liban et président du réseau Lebanon Eco Movement, une organisation civile qui recense 64 ONG environnementales à confessionnelles présentes sur tout le territoire libanais et lutte contre les crimes écologiques qui menacent notre pays et nos capacités futures à subsister dans le pays. Le Liban est considéré comme le cœur de Dieu, comme son nom l'indique, Lub Anan, et en réalité ce petit pays montagneux bénéficie d'une densité forestière et d'espaces verts qui constituent une richesse en biodiversité des plus importantes pour l'est de la Méditerranée. Le Liban est 52 fois plus petit que la France et occupe 0,007% de la superficie du monde. Il abrite 1,11% des espèces végétales mondiales. Environ 52% des fleurs libanaises n'existent pas en Europe et 2,63% des espèces reptiles, aviaires et mammifères. Plus de 600 millions d'oiseaux migrateurs survolent le Liban chaque année. La situation géographique et environnementale du Liban lui confère d'être le réservoir naturel d'eau du Proche-Orient grâce à la neige qui couvre 20% de son territoire et dont la fonte garantit le réapprovisionnement chaque année de ses aquifères. La nature du Liban garantit ainsi l'approvisionnement en eau non seulement à sa population, mais également aux pays voisins. Le changement climatique, les risques de désertification qui d'ici 15 ans pourraient bouleverser une grande partie de notre territoire national sur toute la région de la Bekaa, qui est aujourd'hui une zone essentiellement agricole. Dans le temps, 70% du territoire libanais était couvert de forêts de cèdres, de sapins, de genévriers, de chênes et de pins. Actuellement, il ne nous reste plus que 10% de ces forêts. Ce reste de forêt est menacé par les incendies, les carrières, les grands barrages, les constructions, les routes, les parasites et les maladies qui tuent nos cèdres millénaires. Les chercheurs du CNRS Liban en climatologie, les chercheurs de l'Université de Montpellier, le Plan Bleu, les instituts de prospective sur la Méditerranée nous alertent sur les changements climatiques importants constatés depuis 60 ans et les différents scénarios d'évolution du climat dans notre région
qui ne sont guère rassurants pour la préservation de la biodiversité d'une part, mais forcément qui auront un rôle important sur la stabilité de la région du Proche-Orient. Notons toutefois que le Liban a un atout de poids également, faisant partie des réalités physiques incontournables. La nature de ses sols lui confère une capacité de stockage des eaux d'une quantité de plusieurs milliards de mètres cubes qui serait largement suffisant pour couvrir tous nos besoins, et si seulement si nous mettons tout en œuvre pour garantir la qualité des eaux en protégeant la surface de toute pollution. À ce jour, nous demandons un soutien fort face à tous les projets destructeurs qui ne tiennent pas en compte les réalités physiques incontournables de notre pays. Le rôle et l'importance du Liban en tant qu'oasis verte au Moyen-Orient doivent être préservés. Notre pays a besoin du soutien de la communauté internationale pour sortir de sa crise économique, humanitaire et environnementale en soutenant des projets de développement durable. En avril 2018, une conférence CEDRE a été tenue à Paris pour financer des projets d'incinération des déchets, des barrages hydrauliques et des routes considérés comme des projets non liés au développement durable. Nous appelons le Parlement français à soutenir l'opinion publique environnementale, que la conférence CEDRE soit au service du climat et du développement durable et de la préservation des forêts de cèdre au Liban, et non pas au service des intérêts des gouvernants qui n'ont cessé d'être nocifs pour notre pays. La protection de nos forêts, de nos vallées de toute pollution, de toute destruction sont essentielles pour l'adaptation face au changement climatique. C'est aussi une garantie de limiter les impacts sociaux qui pourraient advenir dans la région. Sans une préservation de notre environnement, les conditions de vie seront de plus en plus pénibles, surtout avec 10 millions d'habitants d'ici 2030. Les enjeux sont clairs. Soit nous faisons tout pour protéger notre biodiversité en mettant en œuvre une économie circulaire face à déployer, soit nous allons voir un programme CEDRE inadapté, favorisant d'innombrables sources de pollution et de destruction de notre environnement qui ne pourront en aucun cas être favorables ni au Liban ni aux enjeux de la stabilité de la région. Chers amis du Liban, nous avons toujours eu confiance dans la France. Nous portons les valeurs de la France ici en Orient et nous avons besoin que la France nous aide à sauvegarder toutes les composantes qui font du Liban un message compatible avec les valeurs de la France dans le développement, la responsabilité sociétale, la prévention des risques et donc dans la protection de l'environnement. Je vous remercie toutes et tous de votre temps précieux. Merci pour cette vidéo qui nous donne déjà un bon aperçu de ce dont nous allons parler aujourd'hui et donc de ce qui est en jeu. Donc, pour cette table ronde, je vais vous présenter donc, le panel à venir. On va avoir une discussion finalement qui va se dérouler en 2 temps. Donc, on va parler dans un premier temps, rappeler les enjeux de la déforestation, les causes de la déforestation, un peu l'état des lieux, où est-ce qu'on en est. Et puis, dans un second temps, on va revenir sur justement plus concrètement le rôle que la France peut jouer dans le cadre notamment de sa stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et du coup des recommandations que le panel va pouvoir faire sur la meilleure manière d'avancer et d'aller plus loin. Donc, on a la chance d'avoir avec nous un panel de grande qualité, donc notamment, pour commencer, monsieur le député Jean-François Mbaye, qui est député de la 2e circonscription du Val-de-Marne. On a aussi parmi nous madame Cécile Lebas, qui est chargée de campagne forêt chez Greenpeace France. On a également monsieur Michael Blais, qui est porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts, donc qui est un collectif d'entreprises qui s'engage à mettre un terme à la déforestation importée dans les chaînes d'approvisionnement. Et enfin, on a M. Alain Carcenti, qui est chercheur et économiste au CIRAD, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Donc, pour commencer, je vais sans plus attendre laisser la parole à Monsieur le député, qui va ouvrir cette table ronde et donc nous dresser un premier panorama des grands enjeux de la déforestation importée. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment de me donner l'opportunité de réfléchir avec vous sur cette question. Je crois qu'il faut d'abord remercier les organisateurs et
en tout premier lieu mon collègue Anthony Cellier, qui a organisé cet événement sur un sujet assez préoccupant, assez exceptionnel, parce que lorsqu'il m'a parlé de ce projet des 24 heures du climat, je ne me suis pas empêché de réfléchir à ce que pouvait être notre engagement en faveur du climat. Et je pense que cet engagement doit s'inscrire dans un temps long, avec une intensité telle qu'il nous faut faire preuve d'une certaine résilience et d'une assiduité à la hauteur des enjeux qui sont en présence. Je suis donc très ravi et très honoré de pouvoir intervenir à l'occasion de cette seconde ronde qui porte, vous l'avez rappelé, sur la lutte contre la déforestation importée, aux côtés de Greenpeace, de l'Alliance de préservation des forêts et de M. Carceni, économiste au CIRAD. Alors très rapidement, lorsque l'on parle de déforestation, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces images de feux de forêt qui ravagent l'Amazonie, qui font écho, qui ont fait écho et qui ont fait la une des médias l'année passée, ou même à ces lourds engins de chantier et d'ouvriers équipés de tronçonneuses qui mettent à terre des arbres multiséculaires. Et évidemment, tout comme les images de conflits à l'autre bout du monde, ce sont des images qui nous choquent, ce sont des images qui choquent les esprits, qui nous émeuvent, mais il faut rappeler et il faut dire que nous sommes quelquefois bien incapables de les appréhender, tout à fait, du fait d'ailleurs de la distance physique qui nous sépare de ces arbres que l'on abat. Pourtant, et vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure, les conséquences de la déforestation organisée sont bien plus proches que l'on veut le croire et peuvent se trouver tout autour de nous sans que nous ayons même conscience de cela. Ces arbres sont abattus, mais il faut savoir pour quelles raisons ils le font. On sait que le bois est bien évidemment une matière première recherchée, mais au-delà, les hectares sont aussi défrichés, permettent également, et surtout, je dois dire, l'implantation d'activités nouvelles, comme l'élevage d'animaux ou la culture d'espèces végétales bien particulières. Et vous l'avez dit aussi, lorsque l'on achète une tablette de chocolat à nos enfants, est-ce qu'on songe un seul instant que des centaines d'hectares de forêt ont pu être abattus pour produire le cacao que ces mêmes tablettes de chocolat contiennent? Lorsque l'on étale de la pâte à tartiner sur nos tartines du petit déjeuner, ou que l'on boit un verre de lait de soja, est-ce qu'on imagine contribuer à la destruction du couvert forestier mondial? La plupart du temps, la réponse à ces questions sera non. Pourtant, il s'agit bien de ce que nous, consommateurs, faisons lorsque nous ne faisons pas l'effort de nous intéresser à l'origine des produits qui composent notre alimentation ou de tout bien d'ailleurs de consommation susceptible de contenir des ressources produites à l'issue d'une déforestation. Alors évidemment, dans le cadre, moi, de mes fonctions de rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances 2020, j'ai évidemment souhaité consacrer mes travaux à la question de la préservation des forêts mondiales et à ce titre m'intéresser à la problématique de la déforestation importée. Parmi les constats effectués à cette occasion, on a celui que les entreprises françaises figurent parmi les premiers acheteurs de commodités forestières et agricoles à l'échelle internationale. Pour être très concret, on parle ici de ressources comme le bœuf, le cacao, l'huile de palme, mais également l'EVA utilisé pour fabriquer du caoutchouc ou encore le bois lui-même. Une fois transformés, ces produits sont ensuite mis à disposition du consommateur français, qui n'est au demeurant pas mis en capacité de savoir que tel ou tel de ces achats contribue à la déforestation mondiale. Autrement dit, on parle ici bel et bien d'un système et non uniquement de comportements de consommation qui, s'ils sont également en cause, il faut le dire, ne constituent pas à eux seuls le nœud du problème. Or, que l'on soit une entreprise ou un consommateur, il est facilement, en tout cas, il est aisé soit de se cacher derrière un système, soit d'en être la victime non consentante. Et sur ces deux points, je crois qu'il y a une réponse qui se fait jour, notamment à travers le terme de transparence. Je crois que c'est en assurant la traçabilité des ressources et des biens que finalement on incitera les entreprises à adopter des pratiques plus vertueuses, de même que l'on donnera aux consommateurs les moyens, là aussi, d'adapter leur comportement afin de consommer de manière, ce que moi j'appelle de manière éthique. Ce faisant, le système dont nous parlons sera contraint à évoluer ou bien à disparaître.
plus facile à dire qu'à faire, certes, mais il me semble que la prise de conscience collective doit ici, comme sur beaucoup d'autres sujets qui seront traités durant les prochaines heures, constituer un premier pas vers l'action. Et dans ce processus, le politique, le responsable public a un rôle important à jouer. Je ne sais pas si vous voulez que je continue en développant la question de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, ou est-ce qu'à ce stade, vous voulez que je m'arrête là et qu'on écoute peut-être les autres intervenants? C'est vous qui me dites comment est-ce que vous voulez qu'on procède. Merci beaucoup, monsieur le député. Effectivement, peut-être qu'à ce stade, on peut essayer de faire un petit peu le panorama justement des enjeux, revenir sur les enjeux de la déforestation et les moteurs de la déforestation, peut-être par nos intervenants. Et juste après, si ça vous convient, on reviendra effectivement sur la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et ce qu'on peut faire en France. Donc, si ça vous convient, je vous propose de laisser la parole à Madame Lebas. Est-ce que du coup, Madame Lebas, vous pouvez nous rappeler finalement pourquoi les forêts sont si importantes et quels sont les enjeux, on va dire, environnementaux, climatiques derrière la déforestation? Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Donc, je suis Cécile Lebas, chargée de campagne forêt à Greenpeace. Je ne vais pas avoir la prétention, évidemment, de vous faire un état des lieux complet de la déforestation en 2 minutes, mais très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que les derniers chiffres de la FAO parlent de 10,2 millions d'hectares de déforestation tous les ans. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont c'est comptabilisé. C'est sans doute une estimation conservatrice, mais en tout cas, ça vous donne un ordre d'idée. Et comme les ONG de protection des forêts, on aime bien faire des simulations en terrain de foot, ça donne un terrain de foot toutes les 2 secondes, à peu près. Donc peut-être en introduction, je voulais vous donner en fait les trois conséquences principales de la déforestation sur le climat, sur la biodiversité et puis sur les communautés locales et les communautés autochtones qui vivent et dépendent des forêts. Donc sur le climat, la conséquence de la déforestation sur le climat, vous l'avez évoqué en introduction, effectivement, la déforestation est émettrice de gaz à effet de serre. Les chiffres du GIEC parlent en effet de 11-12% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à la déforestation. Et puis aussi, la déforestation vient limiter nos capacités à séquestrer du carbone parce qu'effectivement, un écosystème forestier va retirer davantage de carbone de l'atmosphère qu'une plantation de palmiers, qu'un champ de soja ou qu'un pâturage, par exemple. Ensuite, il y a des conséquences de la déforestation sur la biodiversité. Là, c'est assez difficile d'avoir des estimations très précises compte tenu du fait qu'il y a une partie de la biodiversité qui n'est pas encore découverte. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en gros, on estime que les forêts recouvrent 30% de la superficie des terres, donc hors océan, de la superficie du globe, et qu'elles abritent entre 2 tiers et 80% de la biodiversité terrestre, donc hors océan. Donc il y a une très grande biodiversité végétale et animale qui se situe dans les forêts. Il y a un inventaire forestier en Amazonie qui a été réalisé, ce sont les chiffres de l'IDRI, qui parlent d'à peu près 300 espèces d'arbres sur 1 hectare, et ça peut aller jusqu'à 600 espèces d'arbres pour 1 hectare dans la forêt tropicale amazonienne, alors qu'en Europe, on va avoir peut-être entre 10 et 15 espèces d'arbres différentes pour un même hectare. Voilà, pour vous donner des petits éléments sur la biodiversité très importante dans les forêts. Et ensuite, la troisième série de conséquences de la déforestation porte évidemment sur les communautés locales et les communautés autochtones qui vivent et dépendent des forêts. La FAO estime que c'est 1,6 milliard de personnes sur la Terre qui dépendent des forêts pour leur subsistance quotidienne ou à long terme. Donc, il y a les communautés autochtones, mais pas que, il y a des communautés aussi locales. Vous avez sans doute vu qu'au Brésil, il y a des menaces extrêmement fortes sur les communautés autochtones forestières, qui même carrément parlent de génocide, alors qu'au Brésil, en forêt amazonienne, les terres autochtones sont les terres qui sont là où en fait les forêts sont le mieux protégées. Donc protéger les populations autochtones, c'est aussi une manière de protéger les forêts. Et l'urgence, peut-être petit mot pour terminer sur le panorama, ce qu'on peut dire, c'est que l'urgence se situe principalement sur la question des forêts tropicales, puisque c'est dans la ceinture intertropicale que le rythme de déforestation est particulièrement préoccupant et qu'on trouve aussi beaucoup de forêts primaires. Merci Madame Lebas pour ce premier panorama donc, des enjeux de la déforestation. Pour continuer sur le premier état des lieux, Monsieur Karsanti, est-ce que vous pouvez développer quelles sont justement les causes de la déforestation, finalement à quelle commodité, à quelle filière c'est dû, spécifiquement en France et en Europe? Alors, la déforestation, donc bonjour à toutes d'abord et à tous. Alors oui, la déforestation, il faut savoir que
c'est un changement permanent, ou en tout cas qui se veut permanent, d'usage des terres. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on peut couper de la forêt, mais la forêt va repousser naturellement, où il y aura des plantations derrière, et il ne s'agit pas de déforestation. Par exemple, la petite agriculture itinérante sur brûlis, c'est-à-dire qui consiste à avoir une jachère forestière où on cultive pendant 1, 2, 3 ans, puis ensuite on laisse 5, 6, 7, 8 ans régénérer la forêt. Ce n'est pas considéré par la FAO comme de la déforestation parce qu'il n'a pas d'usage des terres. Donc ça, c'est un premier point sur ce que c'est que la déforestation. C'est pas quelque chose de facile d'ailleurs à déterminer. Il y a deux notions, déforestation et dégradation. Alors, les causes également, là aussi, il y a des distinctions entre ce qu'on peut appeler les moteurs directs, c'est-à-dire les facteurs directs, et puis, au fond, les causes sous-jacentes. Les causes sous-jacentes sont probablement les plus difficiles à traiter. C'est la demande. C'est la demande croissante pour des biocarburants, pour des corps gras, pour toute la consommation, par exemple, carnée, effectivement, qui va entraîner toute une série de demandes à la fois de bœuf, de soja pour nourrir les bœufs un peu partout dans le monde, etc. Et il y a les causes directes. Alors, les causes directes, on les connaît aussi. Évidemment, c'est plus facile à mesurer ce genre de choses. En gros, dans le monde, on peut diviser ça moitié-moitié. Vous avez l'agro-business, c'est-à-dire la grande agriculture au sens large, y compris de l'élevage, des grands éleveurs qui généralement sont cause directe de la moitié de la déforestation. Surtout notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est en particulier. Et vous avez la petite agriculture. Cette petite agriculture, elle peut être vivrière, elle peut être aussi commerciale. Le producteur de cacao qui, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, qui est inséré dans des grandes filières commerciales, c'est de la petite agriculture, ce sont des petits paysans, mais ils sont insérés dans des filières, effectivement, de commercialisation. Ça, c'est à peu près l'autre moitié. Si vous voulez, vous avez moitié-moitié. Et si on prend de manière plus fine, en Afrique, l'Afrique est le continent, la zone du monde où la déforestation s'accroît de manière régulière depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs dans le dernier rapport de la FAO. Et en Afrique, la particularité de l'Afrique, c'est que la grande majorité de la déforestation est liée à ces petits agriculteurs qui soit sont producteurs de cultures commerciales, soit de cultures vivrières. Donc voilà, voici en gros les causes générales de la déforestation, sachant que il y a encore ces distinctions très importantes entre ce qui est directement la résultante d'un processus, et le processus en général, ce sont les échanges internationaux et ce sont, disons, finalement la demande et l'augmentation des prix de certains produits qui est liée à cette demande. Merci beaucoup, Monsieur Carcenti. Du coup, je vais me tourner maintenant vers Monsieur Blais. Finalement, on voit donc on a toujours un enjeu prégnant de déforestation, mais que ces dernières années, on a eu aussi beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements pour se débarrasser de la déforestation dans leur chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement où est-ce qu'on en est en fait? Est-ce que ça fonctionne? Où est-ce qu'on en est? Et voilà, comment, dans quelle mesure ces initiatives ont ou pourraient être efficaces? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous et merci de donner l'opportunité d'intervenir ce matin. Donc, c'est bien de faire un peu une rétrospective sur ces notions d'engagement parce que en ce qui concerne la déforestation, les années 2014-2015 ont été propices pour les engagements, c'est-à-dire on était vraiment dans la mouvance de la COP 21 et donc deux déclarations ont vraiment marqué en fait les 5 dernières années. La déclaration de New York qui regroupait en fait un grand nombre de parties prenantes, des centaines de parties prenantes avec un engagement zéro déforestation à l'horizon 2020 et un an plus tard donc le partenariat d'Amsterdam qui l'a regroupé en fait 7 pays européens donc qui reprenaient en fait cette déclaration. À ça, c'est ajouté et l'Alliance en est la parfaite illustration, une mobilisation des entreprises qui reprenaient en fait ces engagements zéro déforestation dans leur stratégie de développement durable ou dans leur stratégie d'entreprise tout court. Donc, on est en 2015, maintenant on est en 2020, 5 ans plus tard, et donc c'est l'heure du bilan, parce que Cécile le disait, il faut être lucide. On est à 10 millions d'hectares de déforestation par an selon la FAO et selon les critères de la FAO. 10 millions d'hectares, alors l'analogie, je ne vais pas prendre les terrains de foot, mais disons si on prend la forêt française qui a 15 millions d'hectares, tous les ans en fait
2/3 de la forêt française disparaît dans le monde. Donc, ça donne aussi une idée de cette échelle. Il n'y a pas eu de ralentissement durant cette période. Et donc, en fait, lorsque l'on fait le bilan de ces engagements et ce que font les acteurs, là aussi, c'est intéressant de le voir. C'est-à-dire à l'échelle des pays, ici en Europe, ce que l'on voit. Alors, en France, on a vu en 2018 donc, la création de la SNDI, le lancement de la SNDI, cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui s'inscrit dans cet agenda. Plus en ce qui nous concerne, au niveau des entreprises, c'est important de faire un bilan. C'est que il y a une organisation qui s'appelle Forest 500 qui est très intéressante, qui suit justement l'engagement des entreprises en matière de zéro déforestation. Leur bilan est assez, leur rapport 2019 est clair, c'est-à-dire que la mobilisation des entreprises est restée marginale. C'est-à-dire que celles qui se sont engagées depuis le début, en 2015, disons, sont restées mobilisées, mais n'ont pas réussi à entraîner en fait des acteurs essentiels des filières d'approvisionnement en lien avec la déforestation. Le second enseignement, c'est que en fait, les entreprises qui se sont engagées constatent maintenant qu'elles n'atteindront pas leur objectif. C'est-à-dire qu'un certain nombre environ 10% des entreprises qui ont pris un engagement zéro déforestation horizon 2020 ont déjà communiqué sur le fait qu'elles allaient repousser en fait cette échéance et n'allaient pas parvenir à atteindre ces objectifs. Donc, il faut faire un constat de non-réussite de ces engagements et faire un diagnostic. Je pense que là, c'est l'idée de nos réflexions et nos échanges. Il y a besoin d'autre chose qu'une démarche volontaire, qu'un engagement volontaire pour arriver à des résultats. Merci beaucoup, Monsieur Blais, donc pour ce constat, effectivement. Et donc, pour passer justement dans la seconde partie de la discussion, plutôt dédiée à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, effectivement, on voit que les engagements volontaires ne sont pas forcément suffisants. Et du coup, se pose la question du politique, du réglementaire. Et on sait que la France, donc, comme vous le disiez, s'est dotée il y a 2 ans d'une stratégie nationale pour lutter contre la déforestation importée. L'objectif, ça serait du coup de faire un point, où est-ce qu'on en est, comment ça marche, est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être aller plus loin, renforcer l'ambition et réellement mettre en œuvre cette stratégie. Donc, monsieur le député, est-ce que je peux vous redonner la parole pour que vous puissiez nous donner votre vision justement sur cette stratégie nationale et sur le rôle que peut jouer la France sur cet enjeu-là? Oui, bien volontiers, et je souscris pleinement au constat qui a été fait. On l'a dit, effectivement, en France, il existe un cadre assez unique, puisqu'il s'agit d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée 2018-2030, qui avait d'ailleurs été élaborée dans le prolongement du plan climat pensé à l'issue de la conclusion de l'accord de Paris de 2015. Il faut savoir que cette stratégie s'articulait autour de 5 axes distincts. Il y avait d'abord développer, partager et valoriser les connaissances. Il y avait un axe sur le développement des actions de lutte contre la déforestation importée dans le cadre de coopération internationale pour favoriser une offre durable, un axe d'intégration de la lutte contre la déforestation aux politiques publiques pour favoriser une demande française de produits durables, et un quatrième qui était celui de favoriser et de coordonner l'engagement des acteurs, et enfin un dernier qui était la garantie de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale. Et je crois que c'est là où ça devient un peu compliqué, parce qu'on le voit aujourd'hui, la SNDI, donc la stratégie nationale, elle cherche à mobiliser, et elle peine à mobiliser d'ailleurs l'ensemble des acteurs concernés par le phénomène, de la société civile aux entreprises en passant par les institutions publiques. Et en plus de la dimension acteur, la stratégie mise en place doit également tenir compte des différentes échelles géographiques, nationales bien sûr, mais également européennes et internationales. Eu égard à l'ampleur d'ailleurs du phénomène, il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, de mobiliser tout le monde et partout dans le monde, parce que nos ambitions doivent être à la hauteur des enjeux en présence. Alors, comment elle se traduit concrètement, cette stratégie? Plusieurs dispositifs, vous l'avez dit, ont été mis en place, en tout cas certains orateurs l'ont évoqué, ont été mis en place pour œuvrer en faveur de la réalisation des objectifs que j'ai mentionnés tout à l'heure. On parle ici de création de feuilles de route, à la fois pour les pays et les régions qui sont liés au marché français, mais qui doivent aussi nous permettre de mieux identifier les actions à mener pour accompagner
les acteurs en présence vers des moyens de production plus respectueux de l'environnement. Et sur ce point, je dois dire que notre politique d'aide au développement doit, et c'est un outil particulièrement précieux qui doit nous permettre d'encourager les acteurs à s'inscrire dans des projets assez vertueux. Il y a aussi la mobilisation des entreprises qui constitue un facteur clé, et dans le prolongement des initiatives qui ont été prises en ce sens, il est également question de développer un axe déforestation importée dans le cadre de la RSE du côté des consommateurs. Il s'agit d'accroître finalement la diffusion des certifications auprès du grand public, de telle sorte que celui-ci puisse directement se saisir de ces problématiques et adapter ses comportements le cas échéant. Il est important, c'est là où je veux en venir, de souligner que chacun a un rôle à jouer en matière de lutte contre la déforestation importée et qu'il est du devoir du responsable politique que de permettre à chaque acteur de disposer des moyens d'entreprendre des initiatives adaptées de même qu'à se coordonner face à un phénomène dont on sait qu'il contribue et qu'il continue à contribuer, entre autres, à déréguler le climat, à éroder la biodiversité ou encore à appauvrir les sols. Sans compter sur les conséquences, là aussi indirectes, comme des violences à l'égard des populations autochtones, on l'a mentionné aussi, dont certains ont pu payer de leur vie et leur volonté de s'opposer d'ailleurs à la destruction des forêts. Je terminerai par dire que dans le cadre de l'avis budgétaire que j'ai rédigé, moi, l'année dernière, sur cette question bien particulière, il y a un certain nombre de recommandations que j'avais mentionnées dans ce rapport. Bien entendu, j'avais effectivement pointé du doigt le suivi de cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, mais je veux aussi qu'on insiste à l'échelle européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais insisté sur une recommandation qui me paraît essentielle, qui était d'inciter la Commission européenne, qui est maintenant dirigée par Ursula von der Leyen, à concrétiser très rapidement, je dis bien très rapidement, les ambitions de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a des ambitions en matière de lutte contre la déforestation importée. Il faudrait inciter la Commission à concrétiser rapidement ces ambitions, qui sont d'ailleurs dans la droite ligne de la communication de la précédente commission qui datait du 23 juillet 2019. C'est très important. Je crois qu'on a un levier d'action à ce niveau-là. On en a un autre, parce que là aussi, il faut commencer par l'Union européenne. Il nous faut aussi, je pense, soutenir l'élaboration et l'adoption d'un accord juridiquement contraignant sur la gestion et la préservation des forêts en Europe dans le cadre des travaux du processus d'Helsinki, un processus qui est maintenant nommé Forest Europe. Ça, c'est très important. Ce qui nous permettrait aussi, parce que je l'avais mentionné dans mon avis budgétaire, ce qui nous permettrait aussi de promouvoir, là aussi très rapidement, l'établissement d'une convention juridique contraignante, parce que ça aussi, ça nous manque. Une convention juridique contraignante qui serait unifiée et qui serait d'ailleurs cohérente sous l'égide des Nations Unies pour la préservation et la restauration des forêts mondiales. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, il n'y a aucun outil juridique contraignant qui nous protège, en tout cas qui protège les forêts. Et donc, on a deux leviers d'action. Au-delà de cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui est de l'ordre du national, ici en France, ce que nous devons faire, il y a cette capacité à actionner ces deux leviers, l'Union européenne, qui permettrait de lever l'action au niveau international et d'avoir un véritable cadre juridique contraignant de protection de nos forêts mondiales, parce que nous l'avons dit, de cette protection-là, moi je suis de ceux qui pensent que de la protection et de la bonne santé environnementale dépendra là aussi la bonne santé humaine. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, et je suis prêt à peut-être répondre après aux questions de nos auditeurs et de ceux qui nous regardent, j'espère nombreux sur cette conférence et sur cette table ronde. Merci beaucoup, monsieur le député. Je voulais en profiter pour rebondir sur un point que vous aviez dit, qui était la mention de l'échelle européenne, et peut-être adresser une question à Cécile Lebas. Du coup, à votre avis, finalement, quels sont du côté Greenpeace, quel serait le rôle de la France, de l'Europe et de la France vis-à-vis de l'Europe, donc justement dans cette lutte contre la déforestation importée, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour effectivement mettre en œuvre concrètement la SNDI en France et peut-être pouvoir justement plus facilement pousser les choses au niveau européen?
Oui, alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur le député sur le fait qu'il faut concrétiser les ambitions à l'échelle européenne. Donc peut-être un petit mot sur cette échelle européenne et puis un petit mot sur l'échelle domestique. Sur l'échelle européenne, c'est clair que pour moi et pour Greenpeace, il y a la nécessité de passer par l'échelle communautaire, c'est une évidence, parce que la force de frappe d'un marché, du marché de toute l'Union européenne n'est pas la force de frappe du marché français, parce qu'il y a des réglementations, notamment des réglementations commerciales qui dépendent de Bruxelles et que par conséquent, l'échelon européen sur la question de la déforestation importée moi, m'apparaît comme étant primordial. Et en ce moment, justement, est discutée l'idée d'avoir une réglementation à l'échelle communautaire. Il y a justement une consultation publique qui s'est ouverte il y a une semaine, me semble-t-il, et qui dure pour 12 semaines. Donc Greenpeace y participe et nous, notre demande, elle est claire, c'est qu'on demande une réglementation contraignante à l'échelle européenne qui contraindrait les importateurs, en tout cas les opérateurs qui ont la responsabilité de mettre sur le marché européen une matière première qui potentiellement est liée à la déforestation, soja, huile de palme, etc. L'idée, ce serait d'avoir une réglementation qui contraindrait ces importateurs à montrer que leur matière première n'est pas connectée à la déforestation. Mais l'échelle européenne, on le sait, ça va prendre du temps. Ça fait très longtemps que l'Union européenne commence à réfléchir sur le sujet. Et donc, pour moi, il est vraiment important de se dire que les discussions à l'échelle européenne ne doivent pas préempter, ne doivent pas mettre en suspens l'implémentation, la mise en œuvre de la SNDI à l'échelle nationale. Sur l'échelle européenne, la France est leader, on le reconnaît, elle porte une position qui est très ambitieuse, donc ça c'est sûr qu'il faut continuer, la France doit continuer à porter cette position très ambitieuse à l'échelle européenne. Mais à l'échelle domestique, pour moi, il faut que la France réussisse à faire la démonstration qu'il est possible d'implémenter, de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la déforestation importée à l'échelle domestique. Moi, je l'ai dit au gouvernement de façon très claire. Pour moi, il y a l'échelle européenne qui va peut-être prendre du temps et l'échelle domestique sur laquelle il faut agir rapidement, même si c'est sûr que la France ne pourra pas prendre des mesures à l'échelle domestique qui, du jour au lendemain, sont parfaites, concerneront toutes les commodités, tous les massifs forestiers. Mais pour moi, les mesures, même si elles sont imparfaites, doivent quand même être prises rapidement. C'est-à-dire que la France doit réussir à faire la démonstration qu'il est possible d'implémenter des mesures pour lutter contre la déforestation importée, ces mesures, même si ces mesures sont imparfaites, parce que sinon, pour moi, il devient contre-productif parce que la France fait la démonstration à l'échelle européenne qu'il n'est pas possible en fait, d'implémenter quoi que ce soit sur la déforestation importée à l'échelle nationale. Et ça, ce serait vraiment très dommageable. Et effectivement, pour moi, il y a une notion d'urgence quand on parle de la déforestation qui n'est à pas perdre de vue. Les scientifiques du monde entier nous alertent sur le fait qu'on se rapproche de ce fameux point de non-retour que vous avez évoqué, me semble-t-il, Julia, au début, de la forêt amazonienne. Ils ne sont pas tous d'accord sur le moment, sur les pourcentages, mais peu importe, de toute façon, on se rapproche de ce point de non-retour où la plus grande forêt tropicale du monde pourrait ne plus être une forêt tropicale et se transformer petit à petit en savane. Donc pour moi, il y a vraiment une urgence à agir. Et encore une fois, même si on prend à l'échelle nationale des mesures qui ne sont pas parfaites, il faut pouvoir les prendre. Et l'idée, ce serait d'avoir des mesures qui soient contraignantes à l'échelle nationale et qui viseraient à forcer les importateurs à démontrer que la matière première qu'ils importent n'est pas liée à la déforestation. C'est l'objectif final. Merci beaucoup, Madame Lebas. Du coup, justement, sur qu'est-ce que la France pourrait faire en termes éventuellement contraignants à l'échelle nationale, je vais laisser la parole à Michael Blais. Et juste, je me permets de signaler que le temps tourne. Et donc, si pour toutes les interventions suivantes, vous pouvez essayer d'être le plus concis possible pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange de questions. Mais du coup, Monsieur Blais, comment est-ce qu'on pourrait justement renforcer l'appareil législatif en appui aux entreprises, justement pour arriver à aider à sortir la déforestation des chaînes de valeur? Alors, très concrètement, et pour rester dans le cadre de la SNDI, nous avons eu l'occasion de travailler sur le soja brésilien, puisque le soja, c'est la première raison de déforestation importée. Des rapports récents l'ont montré. Et donc, la France importe 3 millions de tonnes de soja du Brésil. C'est environ 2 cargos par semaine qui arrivent dans nos ports français pour nourrir, en fait, porcs, poulets et bovins. Donc, en fait, dans ce contexte, ce qu'a révélé ce groupe de travail de la SNDI, c'est en quelque sorte un déséquilibre gigantesque. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les consommateurs et les entreprises utilisatrices qui sont dans la totale opacité de la traçabilité. On ne sait pas d'où vient le soja précisément.
Et de l'autre côté de ce déséquilibre, alors il y a une technologie incroyable qui nous permet de connaître précisément les municipalités qui subissent en fait de la déforestation ou de la conversion d'écosystèmes. Ce terme est important parce qu'en Amérique latine, il ne faut pas oublier les savanes riches en biodiversité, le Cerrado. Et donc, en fait, ce déséquilibre, finalement, pour être résolu, doit nécessiter effectivement un renforcement de l'appareil législatif. Sans aller au niveau européen, au niveau domestique, on a la loi de devoir de vigilance qui s'applique aux entreprises. Cette loi de devoir de vigilance, elle leur demande de travailler sur une analyse des risques. Donc, ce qu'a fait ce groupe de travail, bâtir en fait d'une façon très opérationnelle une analyse des risques, de façon à identifier en fait les municipalités qui connaissent en fait une déforestation, une conversion d'écosystèmes, et au niveau des douanes françaises, lorsque ces cargos arrivent, de façon à identifier le niveau de risque de nos importations. Niveau de risque qui peut être alors rendu de façon totalement transparente, disponible aux entreprises pour alimenter leur devoir de vigilance et donc leur communication. Donc, on aurait ce groupe de travail qui était vraiment multipartie prenante, a bâti quelque chose de très opérationnel, de très intéressant pour les entreprises, parce qu'on a là finalement un outil pour garantir un produit final, que ce soit un hamburger ou que ce soit le poulet dans la grande surface, qui va être zéro déforestation. C'est ce genre de mécanisme qu'il faut absolument porter au niveau politique. Et c'est là où, si on doit parler de la SNDI un peu plus, c'est du portage politique dont elle a besoin, d'avoir quelque chose qui la rende exécutable pour transformer l'essai en quelque sorte. Merci beaucoup, Monsieur Blais. Et pour compléter justement sur ces recommandations économiques, Monsieur Carcenti, vous avez fait également un certain nombre de propositions donc sur les plans réglementaires et économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre concrètement pour lutter contre la déforestation importée? Oui, ce dont Michael Blais vient de parler effectivement de la loi sur le devoir de vigilance, et ça fait écho à des mécanismes qu'on connaît bien, qui sont les systèmes de diligence raisonnée, qui existent notamment pour le secteur du bois, pour lutter contre le bois illégal en Europe. Et je pense qu'on a effectivement un outil tout à fait intéressant qui peut être soutenu par le gouvernement. Mais la limite effectivement de cela, c'est que nous sommes ici dans le cadre des engagements privés, même si le devoir de vigilance s'applique aux entreprises, en tout cas à un certain nombre d'entreprises au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, ça ne s'applique pas d'ailleurs à tous les importateurs, ça s'applique à une partie des importateurs. Simplement, il s'agit effectivement, donc là, de ce point de vue, du registre des politiques privées et qui peuvent décider, une firme comme Carrefour peut décider de ne pas importer de l'huile de palme qui serait effectivement qui serait suspecte d'avoir effectivement été impliquée dans la déforestation. Il y a un deuxième volet qui me paraît très important, c'est le volet des politiques publiques. Et quand on passe sur les politiques publiques, on va forcément tomber sur les politiques commerciales. C'est-à-dire que fondamentalement, la question de la déforestation importée, on doit passer par le travail sur les politiques commerciales. Les politiques commerciales, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, donc on le sait. Donc il y a un travail à faire, et là je suis d'accord avec Cécile Lebas, ça sera un travail effectivement de longue haleine qui peut, en tout cas, ce qu'on peut faire en France, en tout cas, c'est travailler notamment avec les outils dont on s'est doté, comme le devoir de vigilance, pour faire en sorte que les entreprises fassent tout un travail effectivement de vérification de ce qu'elles importent et qu'elles puissent être sanctionnées si elles ne le font pas. Mais au niveau des politiques commerciales, eh bien, là, il faut jouer sur autre chose. Sur quoi peut-on jouer dans les politiques commerciales? On peut jouer sur deux choses. On peut jouer sur l'interdiction, mais ça va poser des problèmes absolument considérables, avec des risques de représailles commerciales dans un certain nombre de cas, ou on peut jouer sur les droits de douane et les tarifs douaniers. Alors là, je pense qu'il faut véritablement, du point de vue des politiques, il faudra introduire une distinction entre ce qui est déforestation légale et déforestation illégale. La déforestation illégale, ça peut se traiter avec des accords de partenariat. C'est-à-dire on peut avoir des accords avec différents pays et de ce point de vue, pour faire en sorte que lorsqu'on a ce devoir de vigilance, c'est que les entreprises soient obligées de prendre toute une série de dispositions pour montrer, être certaines que ce qu'elles importent n'est pas issu de déforestation illégale. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de déforestation légale. Alors,
la question, c'est est-ce qu'on peut avoir le même outil ou est-ce qu'il faut une riposte graduée d'une certaine manière? Je pense qu'il va être très difficile quand c'est la déforestation légale, c'est-à-dire quand un ensemble de pays dit pour se développer, on a besoin effectivement de convertir des forêts, si le Congo dit ça, le Gabon dit ça ou un ensemble d'autres pays, eh bien à ce moment-là, on peut tout à fait avoir une autre politique et cette autre politique, à mon avis, c'est de jouer sur les tarifs douaniers, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsque on a des produits agricoles qui sont importés dans l'Union européenne, eh bien, il peut y avoir une fiscalité des droits de douane qui soit différente. En gros, on va taxer plus les produits qui ne sont pas capables d'apporter la démonstration qu'ils sont exempts de déforestation. Alors, sur quoi peut-on s'appuyer? On peut s'appuyer sur des certifications privées qui peuvent être agréées au niveau de l'Union européenne. Et par contre, les produits effectivement qui sont certifiés zéro déforestation, et toute une série de certifications de produits sont en train aujourd'hui d'intégrer et ont intégré ces concepts de zéro déforestation qui sont pas faciles à définir, rentreraient avec des droits de douane réduits. Ce qui suppose de renégocier un certain nombre d'accords commerciaux. Alors, il y a un certain nombre d'accords commerciaux d'ailleurs qui sont en cours de ratification, qui pourraient être ratifiés comme le Mercosur. Ça, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire de ce point de vue, mais ça nous amènerait peut-être trop loin dans cette discussion. Et en tout cas, il y a une série d'accords commerciaux qui devraient être renégociés, qui vont être négociés, parce que beaucoup, par exemple, le cacao rentre avec 0% de droits de douane, le soja rentre avec 0% de droits de douane, donc cela suppose effectivement un certain nombre d'ajustements qui devront se faire à l'Union européenne. Et pour terminer, si vous voulez, l'avantage d'une fiscalité différenciée qui frappe encore une fois les produits qui ne sont pas capables d'apporter la preuve qu'ils sont exempts de déforestation, eh bien, c'est une fiscalité écologique. Une fiscalité écologique, c'est une fiscalité qui ramène, disons, pendant au moins un certain temps, de l'argent. Et ma proposition est de dire que cet argent, pour justement, du point de vue diplomatique et du point de vue de l'efficacité, il faudrait que cet argent soit entièrement réinvesti dans des programmes qui pourraient être des programmes de paiement pour services environnementaux, c'est-à-dire qui permettraient de financer les transitions agroécologiques pour les petits producteurs dans les pays comme l'Indonésie, dans les pays africains, dans les pays au Brésil, et que cela permettrait ainsi, au fond, d'avoir un système où on finance des mesures qui permettent aussi d'appuyer les petits producteurs pour qu'ils puissent changer de pratique et, disons, ensuite être certifiés. Merci beaucoup, Monsieur Carcenti, du coup, pour ces propositions. Alors, on arrive du coup presque à la fin. On va prendre quelques petites questions. J'avais justement une question qui a été posée sur les certifications. Et la question était quelles certifications seraient promues? Parce que du coup, toutes les certifications ne se valent pas. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut réagir brièvement à ce point-là? Moi, je veux bien, si vous voulez. Effectivement, les certifications ne sont absolument pas la panacée. Elles ne se valent pas toutes. Simplement, ce que peut faire un pays, ce que peut faire l'Europe en tout cas, c'est d'accréditer un certain nombre de certifications, les évaluer, de voir comment elles fonctionnent, de voir quelles garanties elles apportent, de voir par exemple quel niveau de traçabilité elles peuvent proposer, parce que toutes les traçabilités, toutes n'ont pas le même niveau de rigueur en termes de traçabilité. Et à partir de là, de considérer qu'un certain nombre de certifications sont agréées et vont pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. À mon avis, ce serait d'ailleurs une puissante incitation pour que les certifications elles-mêmes évoluent et se mettent au niveau de standards dans le cahier des charges implicite qui serait donné par l'Union européenne, par exemple. Merci Monsieur Carcenti. On a une autre question pour Monsieur Blais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir donner l'information, mais quelles entreprises ont déclaré ne pas pouvoir remplir leurs objectifs en 2020? Je ne sais pas si cette information est publique. Ah bah, si elles l'ont déclaré, oui, c'est public. J'en connais une que je vais partager avec vous. Nestlé, par exemple. Nestlé a cette année communiqué en disant que leur engagement zéro déforestation à horizon 2020 ne pourrait pas être atteint et qu'ils repoussaient en fait cette échéance de 3 ans. C'est public, c'est sur leur site. À ça, j'ajoute que, je veux dire, c'est mon interprétation que je partage avec vous, c'est plutôt un signe de maturité, c'est-à-dire et de réalisme. Je crois que, comme j'essayais de le faire dans la première intervention, c'est plutôt de montrer que lorsqu'on prend des engagements, zéro déforestation, on en a pris en 2015 et on va certainement en prendre un nouveau en 2020 pour les 5 prochaines années ou la prochaine décennie. Finalement, l'important, c'est pas forcément l'engagement, c'est l'exécution. C'est exactement comme une stratégie. L'important, c'est l'exécution. Donc,
de montrer que finalement, au bout du compte, au bout de l'échéance, on n'a pas réussi, c'est plutôt une preuve de maturité. Merci Monsieur Blais. Peut-être une dernière question aussi pour Madame Lebas au sujet justement du développement peut-être de protéines végétales sur notre territoire. Est-ce qu'une manière de se passer peut-être du coup d'éviter la déforestation importée, ça pourrait être de développer du coup les protéines végétales sur le territoire? Est-ce que c'est une stratégie qui est viable, qui est efficace? Dans quelle limite, on va dire, dans quel contexte? Oui, c'est vrai que je crois que ça a été évoqué par Mickaël. Le soja, c'est la matière première qui est le plus responsable de la déforestation à l'échelle européenne. Donc, si vous prenez toute la déforestation importée par l'Union européenne, le soja arrive en tête de mémoire 43 ou 46%. Donc, il y a vraiment un enjeu primordial à ce que l'Union européenne et la France puissent petit à petit s'affranchir des importations de soja. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, il faut pouvoir atteindre le soja zéro déforestation, c'est-à-dire s'assurer que nos importations de soja ne sont pas liées à la déforestation. Mais en même temps, il faut absolument que la France et l'Union européenne puissent développer la production de protéines végétales. Parce qu'en France, on a un déficit de 47% sur les protéines végétales pour l'alimentation animale. Donc, on est extrêmement dépendant de nos importations de soja. Et un élevage écologique ne peut pas être un élevage qui dépend pour moitié, pour ces protéines végétales, d'importations qui viennent du bout du monde, sachant que le soja, en plus, évidemment, au Brésil et en Argentine, est OGM, arrosé de pesticides interdits, avec des pratiques d'épandage interdites dans l'Union européenne, comme par exemple l'épandage par avion, etc. Donc, il est vraiment important que la France et que l'Union européenne puissent développer les protéines végétales. Le gouvernement planche sur le développement d'une stratégie pour les protéines végétales, justement, qui nous avait été annoncée pour l'année dernière. Ça fait 1 an qu'on attend. Je vous avoue qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça bloque ni où ça bloque, puisque le document avait l'air d'être finalisé depuis à peu près l'automne dernier. Mais toujours est-il que les dernières annonces nous disent que ce document devrait sortir à l'automne. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que la France puisse viser un objectif d'autonomie protéique totale pour son alimentation animale et humaine. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut tendre vers ça. Et ça peut se faire de 4 manières. En tout cas, pour moi, il y a 4 mesures qui sont très importantes, qui devraient figurer dans cette stratégie sur le développement des protéines végétales. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des mesures pour développer des protéines végétales diversifiées. En France, en Europe, il n'est pas question d'avoir des champs de colza à tout va partout. Il faut développer des protéines qui soient diversifiées, adaptées au territoire. Le deuxième type de mesure, c'est qu'il faut pouvoir réduire les besoins pour l'alimentation animale, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, maximiser l'usage de l'herbe pour les filières bovines, puisque les bovins peuvent digérer l'herbe et donc avoir des protéines via l'herbe. Le troisième type de mesure, c'est qu'il faut des mesures pour développer les protéines végétales pour l'alimentation humaine, pour qu'on puisse avoir, nous, une alimentation qui soit moins carnée. Et enfin, il faut absolument des mesures, et c'est vraiment capital, pour réduire la production de viande et de produits laitiers. Parce que si on arrête d'importer demain du soja, on n'aura jamais les capacités de produire la totalité des protéines végétales dont on a besoin. Donc, il faut des mesures pour pouvoir réduire la production, pour petit à petit être de moins en moins dépendant de nos importations de soja. Merci beaucoup, Madame Lebas. J'aimerais laisser le mot de la fin à Monsieur le député, si vous voulez clore cette table ronde et peut-être, alors voilà, peut-être en revenant aussi en développant peut-être un peu plus les recommandations que vous proposez, ou quelle est votre vision en tout cas pour avancer à partir de maintenant? Écoutez, je crois qu'il y a un certain nombre de pistes assez intéressantes qui ont été lancées. J'en remercie d'ailleurs les intervenants sur cette question. J'ai pour habitude de dire que le politique ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait le concours à la fois d'un éclairage d'experts, de la société civile. Sur cette question, je reviens encore à ce que je disais au tout début. Il nous faudra être dans un temps long. Ça va être ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut être dans un temps long. J'insiste encore sur le fait que l'action de la France dépendra de sa capacité à faire bouger les choses au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne. Il nous faut bien entendu accentuer notre vision, je dirais, locale sur cette question de déforestation importée. Les questions de transparence sont évidemment fondamentales. Les questions d'ordre pédagogique, de changement de mentalité, de changement dans les consommations du quotidien sont aussi importantes. Des tables rondes que nous organisons comme cela, et je remercie encore une fois les organisateurs et Anthony Seignier d'avoir été moteur de cette initiative, sont hyper importantes pour nous aider à évidemment
faire bouger les choses là aussi au niveau politique national. Et bien évidemment, il nous faut avoir un marquage, excusez-moi du terme, mais un marquage à la culotte des politiques gouvernementales qui sont annoncées, des feuilles de route qui sont déclinées, en veillant à ce que effectivement ça se concrétise. Donc, enfin, moi, je vous invite à revoir, en tout cas, à relire l'avis budgétaire que j'ai rédigé l'année dernière sur cette question-là. Il y a 7 recommandations. Dans ces 7 recommandations, je pense qu'on peut évidemment travailler ensemble avec le gouvernement, avec la ministre en charge des questions de biodiversité et évidemment de transition écologique. Je pense que c'est important de se mobiliser, la France a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer, pourquoi? Parce que moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères, mais j'agis sur ces questions au titre de la diplomatie environnementale. Et qui dit diplomatie environnementale dit levier d'action, à la fois chez nos partenaires européens, au sein de l'Union européenne et dans notre propre pays avec les politiques mises en place. Donc, on a évidemment un rôle à jouer. Il faut qu'on prenne toute la place que doit occuper la France sur cette question majeure. La France est quand même l'un des rares pays à s'être doté d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Il faut amplifier ce mécanisme, il faut lui donner les moyens d'exister, il faut le contrôler, il faut mettre en œuvre ces actions comme on l'a fait pour le climat. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup, monsieur le député. Un grand merci à vous et un grand merci à tous les intervenants du coup, d'avoir été présents ce matin. Merci également à tous les participants. On va clore du coup cette table ronde et je vous invite à continuer de suivre les échanges des 24 heures pour le climat et notamment la prochaine table ronde là, qui commence dans 5 minutes et qui traite de la préservation de la forêt française, voilà, qui sera assez complémentaire à celle-ci. Encore merci à tous et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Et